une production du Studio SF. Salut tout le monde, bienvenue au deuxième épisode de Elle parle. Merci d'avoir été aussi nombreuses et nombreux la semaine passée pour le lancement du premier épisode avec Mitsu, mon amie. Écoutez, c'est vraiment toujours un plaisir de faire ce projet-là. Cette semaine, je rencontre Manon Massé. Manon, cette superbe et incroyable femme politique que j'aime parce qu'elle assume sa différence. Donc, vous allez voir qu'elle se livre et il y a même certains moments d'émotion qu'on a avec Manon. Je vous invite aussi, tout le monde, à aller aimer donc le podcast sur iTunes, Spotify. On est aussi sur YouTube. C'est sûr que nous donner 5 étoiles, c'est quand même bien parce que ça nous encourage beaucoup. Et j'aimerais remercier aussi PH Quentin puis Doom Plante qui sont les coproducteurs de Elle parle. Puis sans eux, ça serait pas possible. Donc, merci les gars. Puis bébé Gnocchi, il va bien. Il est content d'être là aujourd'hui. Il n'a pas beaucoup dormi cette nuit, mais voilà. Alors, bon podcast tout le monde. Merci. We teach girls to shrink themselves, to make themselves smaller. We say to girls, you can have ambition, but not too much. C'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle. Feminist, a person who believes in the social, political, and economic equality of the sexes. Ah non! Salut Léa. Quand je te vois, c'est drôle, j'ai toujours le goût de te faire un câlin. Ben, je comprends ça parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont comme ça. Ah oui, hein? Puis ça tombe bien parce que moi, j'adore donner des câlins. Puis il paraît que je suis pas mal bonne aussi. Est-ce que je peux t'offrir un petit verre de vin? Ben, On oui. m'a dit que t'aimais le rouge. Effectivement, je suis une amatrice de rouge. Tranquillement vieillissant, je prends à découvrir le blanc, mais merci d'avoir eu cette attention. Mais écoute, ça me fait plaisir. Puis là, je dis tu. Puis en même temps, tu étais comme une porte-parole de parti politique, une députée, une figure importante. Puis je trouve que ça en dit beaucoup. Si je te dis tu, Ouais. c'est que t'es vraiment comme quelqu'un, je trouve, c'est vraiment sympathique. Mm-hmm. Comme on a le goût de te dire tu. Ouais, c'est ça. Sans hein. offense, tu sais. Absolument. Ben, pour moi, c'est un signe, justement, que les gens sentent que je les prends pas de haut. Donc, ils ont envie qu'on se prenne d'égal à égal. Puis pour moi, le tu, il signifie ça. Et les gens qui, par habitude, peu importe, arrivent avec le vous, très rapidement, je leur dis, ben, si ça te va, moi, je vais te tutoyer, mais tu peux me vouvoyer si tu veux. Mais pour moi, ça a été... c'est l'histoire de ma vie. Le tu, c'est la proximité. Le vous, c'est la distance. Puis j'ai pas envie de distance avec le monde. Mais comment tu fais comme à l'Assemblée nationale? C'est beaucoup du vous, c'est beaucoup de la distance, justement. Des fois, j'ai l'impression que entre collègues, il y a une espèce de froideur ou la ligne de parti. Est-ce que ça te dérange, ça? Ben là, tu parles, à mon sens, de choses différentes. C'est-à-dire que moi, quand je suis à l'Assemblée nationale, au quotidien, je rencontre des humains. Okay. Des humains qui, comme moi, ont décidé de faire de la politique. La différence, c'est qu'on vient d'univers complètement différents. Alors, ça fait qu'on a à apprendre à s'apprivoiser. Mais je dis tu à tous mes collègues, là. Je dis tu à François Legault, puis je disais tu à Philippe Couillard. Mais pour moi, le tu, c'est pas une absence de respect. Au contraire, c'est une volonté d'une proximité. Tu peux, comme on a souvent dit, envoyer chier quelqu'un en lui disant vous, mais tu peux énormément respecter quelqu'un aussi en lui disant tu. Puis moi, j'en suis là. Le plus important, c'est qu'est-ce qui vient après le tu, t'sais? Ouais. T'es-tu en train d'aider le peuple québécois à s'affirmer, à être meilleur, à aller chercher le meilleur de lui-même, ou t'es en train d'amener le peuple québécois dans ses pires retranchements? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais c'est sûr qu'il y a un décorum, tu sais, je veux dire, en chambre, quand je m'adresse au président, c'est le vous, tu sais, je suis capable aussi de jouer ces règles-là. Mais à quelque part, je réitère, tu sais, il y a des vous qui sont plus irrespectueux que certains tu. Mais c'est drôle parce que la première fois que je t'ai vu, c'était en 2012. Puis je sais pas si tu t'en rappelles.
Probablement Aide-moi, pas. aide-moi. Je vais t'aider. On était dans le contexte de la grève étudiante Uh-huh. et il y avait une volonté d'unir les forces progressistes indépendantistes à l'époque. Oui, bien sûr. Puis il y avait eu une petite rencontre à huis clos avec Régent Parent, l'ex-syndicaliste, Oui. et la gang du PQ. Et de Owen. Et QS et ON. Il y avait Jean-Martin Aussard, Ouais. tu te rappelles-tu? Exact. Et j'étais là. Tu avais C'est ton vrai que t'étais là. chapeau. Tu avais ton chapeau, tu avais le sourire aux lèvres. Puis moi, j'ai vu cette table de négociation-là. Là. Puis t'étais l'optimisme, t'étais la force tranquille, t'étais ouverte. Ouais. C'est la première croyais. fois que je t'ai vue. Ben, tu me rappelles, puis là, on est sorti. Ça s'est fait dans le building dans le bâtiment de la CSQ à l'époque. Ouais. Et on est sorti de là, puis je me souviens de la jase qu'on a eue dans le stationnement. Ah, on s'est jasé. Ouais. Mais je me rappelle de ça, puis j'étais comme, oh my God, cette femme-là, justement, elle respire vraiment l'amour. Il y a quelque chose de l'ordre de l'amour dans ce que tu dégageais. J'ai eu un vrai coup de cœur. Puis là, j'ai compris pourquoi les militants de QS que je connaissais disaient à quel point tu étais charismatique. Manon, elle aime le monde. Ouais. Puis ça, je l'ai tout de suite senti que tu aimais le monde, vraiment. Ben, c'est le fun. Mais justement, Parce que c'est vrai. OK, ça... Parce que c'est vrai. C'est vrai, t'aimes-tu le monde? Honnêtement, Léa, c'est la grande motivation de ma vie. Je suis convaincu que s'il y avait plus d'amour dans le monde, là, de façon large, ça irait beaucoup mieux. J'en suis convaincu. Et moi, puisque j'ai été tellement aimé Ouais. quand j'étais enfant, par ma famille proche, mais ma famille élargie, par ma communauté, bref, un enfant aimé, ben aujourd'hui, c'est très facile pour moi de redonner ça. Puis y a-tu quelque chose de plus trippant que de sentir que quelqu'un qui t'aime pour ce que tu es? Pas pour ce que tu devrais être ou ce que tu pourrais être, mais simplement pour ce que tu es. Alors moi, j'ai été aimé pour ce que je suis. Fait que je pense que ça m'aide à aimer les gens. Fait que il y a un lien avec les câlins. Fernande puis Gilles, là, Oh, yeah. tes parents, là, Ouais. ils t'ont vraiment comme beaucoup donné, finalement. Ouais. C'était quoi ton enfance avec eux? Comment ils t'ont éduqué? Avec énormément d'amour. Ouais. Ouais, j'avais une mère, mon père travaillait à la shop. Ma mère travaillait aussi dans une shop, mais jusqu'à temps qu'elle aide les enfants, comme plusieurs des femmes à cette époque-là. Et donc, elle s'occupait de nous autres à temps plein. Puis ma mère, c'est une boule d'amour, là, tu sais. Fait que... puis mon père aussi. Donc, moi, j'ai été entouré. J'avais une mère qui avait très peur de tout ce qui pouvait nous arriver de malheureux. Un accident, une blessure, ça. Puis j'avais un père qui était... Voyons donc, laisse-la faire. Ils vont faire leur vie. Fait que ça l'a amené un certain équilibre en dedans de moi, je pense. Je vivais dans un village à Windsor. Je vivais dans un village où ma grand-mère habitait juste en face. Ma tante, ma marraine habitait juste à côté de chez nous. Mes oncles, mes tantes à un jet de pierre de marche. Alors donc, aimé aussi très largement. Tu sais, chez mon père, il était 13. J'avais 13 oncles et tantes. Les mononcles et ma tante, comme on dit. Ouais. Chez ma mère, on avait 9. Mais tout ce monde-là, avec le monde du village, tu sais, c'était très... c'est ça, beaucoup de solidarité, beaucoup d'entraide. Et je pense que ça m'a formé dans mon identité quelque chose de très solide. Ouais. Tu sais, j'ai une confiance en moi qui vient, entre autres, de la conviction que je suis aimable pour ce que je suis et non pas pour ce que je pourrais être ou ne pas être. T'as une grande acceptation de toi, là. Ouais. Depuis toujours, quand t'étais enfant à Windsor, là? Pas toujours. À Windsor, est-ce que tu t'es déjà fait intimider? T'étais différente, probablement, j'imagine? Ouais, mais tu sais, quand tu viens en région... Tu sais, moi, j'ai toujours eu pas mal le physique que j'ai, là. On appelait ça dans mon temps tomboy, tu sais. Comme assez, et puis physiquement très active, sportive, forte, grande. Et donc, mais en région d'être tomboy, ça passe sous le radar. Moi, je te dirais, j'ai eu mon premier choc quand je suis arrivé. Mes parents ont déménagé parce qu'il y avait...
en termes d'emploi. Là, il manquait d'emploi. Puis quand il n'y a pas de job, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu vas où est la job. Puis était Donc, où la job? Elle était à Montréal. Ouais. Fait qu'on a quitté l'Estrie pour venir... En fait, mes parents ont acheté une maison sur la Rive-Sud de Montréal. Et là, mon choc, c'est j'arrive au primaire, les premiers jours de ma nouvelle école. Moi, je suis en 2e année à l'époque. Et là, j'arrive dans une école où il y a 2 lignes pour aller dîner, une ligne pour les gars, une ligne pour les filles. Et là, pour la première fois, je vis la discrimination où on me dit... Moi, je suis dans la ligne des filles, là, je m'en vais. C'était pour aller manger ou quelque chose comme ça. Et puis là, je me fais dire, ben là, t'es pas dans la bonne ligne, va-t'en chez le gars. Je dis, ben non, je suis une fille. Non, t'es un gars. Là, c'est la première fois. Quand je retourne dans mon souvenir, c'est la première fois où la question de la transphobie, pour moi, le fait qu'on juge sur l'apparence de l'identité, c'est la première fois que je me souviens. Puis là, j'ai pleuré beaucoup. C'est comme... c'est un moment de ma vie qui est triste. Mais je l'ai retenu. Puis après ça, ben, je me suis juste mis à être... à pas me laisser faire. Ah non, à pas te laisser faire. Mais c'est-tu là après que tu as été dans les... Laisse-moi faire tout. Là, tu viens de m'amener loin, là. Tu sais, à cette époque-là, j'ai 8 ans, à peu près. 8 ans, c'est le premier rejet, là. Oui, le premier rejet en tant que femme qui ne répond pas aux normes des femmes. Puis moi, ben, je suis dans mon identité de genre, je suis une femme, je suis née femme, je vais mourir femme, mais je suis une femme qui n'a pas envie de cadrer dans les normes. Hein, je l'ai souvent dit, je suis tannée des stéréotypes qui disent que pour être une vraie femme, il faut être comme ceci, comme cela. Moi, j'aspire surtout à être une femme vraie. Et dans ce sens-là, ben, je pense que ça a été depuis ma naissance, mais disons de façon consciente depuis l'adolescence, ma quête. C'est d'être celle que je suis. Parce que dans le fond, là, quand on y pense, là, depuis l'âge de 8 ans, on dit non, c'est pas comme ça que tu dois être. Ça doit être fatigant à un certain moment donné de se faire dire tu n'es pas dans la norme. Ouais. Parce qu'encore aujourd'hui, là, tu fais de la politique, on parle beaucoup de ton physique. Ça fait longtemps, là, ah oui, ça que tu l'entends, la cassette. C'est pour ça, probablement, qu'elle m'affecte plus comme elle m'affectait à l'âge de 8 ans ou de 15 ans ou de 25 ans, 30 ans. Je pense que maintenant, moi-même, j'ai fait, ben, savez-vous quoi? Pensez ce que vous voulez. Ça m'intéresse pas. C'est comme il y a... Ça t'intéresse pas, mais est-ce qu'à un certain moment donné, tu as voulu péter des gueules parce que tu étais tanné? Ah ben oui. Tu sais, parce que ah ben oui. force de se faire écœurer, à un certain moment donné, on devient agressif, c'est normal. Ouais. Mais je te dirais, il y a quelque chose... Péter des gueules, c'est parce que je suis pas tout à fait de même dans la vie, mais mon indignation, elle s'exprimait plutôt par du découragement. Tu sais, alors que le féminisme avait quand même pété une coupe de cadre, là. Oui, et une coupe de gueule. Une coupe de gueule, oui. Tu sais, j'ai 56 ans aujourd'hui. Quand j'étais plus jeune, je voyais ces féministes qui essayaient de déconstruire les stéréotypes et tout ça. Je pense que moi, ça m'a aidé beaucoup. Mm-hmm. Même si je considère qu'aujourd'hui, on est complètement revenu à ce que celles qui se sont battues fort pour déconstruire les stéréotypes de genre, ce contre quoi ils se sont battus. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est revenu à 200 000 à l'heure, puis des fois, je trouve ça triste parce que derrière je veux être qui je suis comme femme, il y a en même temps sur l'Internet et tout ça, une pression très grande pour dire non, tu peux sois qui tu es, mais il faut que tu ressembles à ça. Ah oui, une espèce d'injonction. Oui, exactement. Fait que lâchons pas les filles, tu sais, dans le fond, tu sais, on l'a vu même dans les médias, là, dernièrement, tu sais, où il y a encore des chroniqueurs qui s'attardent plus à la différence
qu'on peut représenter. Puis je dis on, là, parce qu'il y en a dernièrement qui ont fait des liens entre Greta, Catherine, moi. Tu sais, toutes des filles qui sortent du cadre. Ah, c'est intéressant, ça. Ouais. C'est des filles qui ne répondent pas aux normes traditionnelles de féminité, parce que Greta, quelque part, bon, elle a une certaine différence. Elle revendique aussi. Elle dérange parce qu'elle revendique. Puis là, ça dérange une femme qui parle haut et fort, qui probablement aussi qui en choque quelques-uns plus d'une certaine droite, là, je dirais. Ça ébranle, tu sais, je veux dire. Puis tant mieux, parce que c'est ça qu'on cherche. Catherine, là, tu parles de Catherine... Catherine Dorion. Catherine Dorion. Oui, ça, on pourra en revenir parce que... Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais j'avais une question pour toi. Mm-hmm. J'ai vu dans ton parcours que tu avais côtoyé les cadets, bien, que tu avais fait partie des cadets, Oui. que tu as voulu devenir prêtre, Ouais. puis là, éventuellement, tu as fait la politique, puis le mouvement communautaire, mais là, dès le début de ta vie, tu as quand même côtoyé 2 gros boys clubs, là, les cadets puis le religieux. Exact. Puis, à 18 ans, je découvre que je suis lesbienne. Puis, tu sais, il y a ça aussi. Il y a tout ça, là. Tout ça en même temps. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans ta vie? Je veux dire, qu'est-ce que tu faisais chez les cadets? Puis qu'est-ce qui t'a amené à vouloir aller vers la prêtrise? Ouais. Ah, comme pas de sens, hein? Oui, c'est fou. Ben écoute, ça a un sens parce que c'est le mien. Ça m'a construite comme je suis, là. Je dirais, premièrement, pour moi, l'adolescence, c'est un moment de possible, hein? Puisque je n'avais pas été abusée, tu sais, c'est important, là. Faut se rappeler de mon parcours. Je suis une fille qui est adorée, d'un père qui pousse toujours, d'une mère qui nous rappelle toujours les valeurs essentielles, d'une famille très croyante, ça, il faut mettre ça dans le portrait général, et pratiquante même, là, c'est de mon âge, cette affaire-là. Et donc, je suis là-dedans. Je viens d'une famille de classe ouvrière. Donc, on n'a pas beaucoup de sous, mais j'ai jamais manqué de rien, là. C'est pas l'objet de mon point. Et on est à Boucherville. Donc, quand mes parents ont quitté la campagne pour venir en ville, on a atterri sur la Rive-Sud. Et là, s'offre à nous, comme famille, la possibilité d'une des activités gratuites qui étaient offertes à Boucherville, qui étaient les cadets. Alors, pourquoi moi je suis allé? Ben, parce que mon frère plus grand, il était là. Puis, tu sais, ça coûtait rien. Il y avait du potentiel. Tu sais, on pouvait faire des camps d'été. Tu sais, moi, j'ai appris la musique. J'ai fait un camp de sport, un 8 semaines intensif. Alors, j'étais très sportif. Tu comprends? Il y avait beaucoup de possibles que mes parents ne pouvaient pas nous offrir. Mais en même temps, tu avais le cadre cadet. Puis les cadets, il faut bien savoir, là, surtout dans les années 70-80, c'est pas l'armée, là. C'est vraiment une perspective civique. Bien sûr, on a le même cadre, on est habillé comme les gens dans l'armée et tout ça, mais la perspective, c'est de développer des citoyens responsables. Je ne sais pas où vous en sont aujourd'hui, je me suis plus jamais préoccupé de ça, mais tu vois, pour moi, Léa, ça a été de l'âge de 13 à 20 ans à peu près, ça a été extrêmement structurant dans ma vie. Ouais. Donc, ça a été positif pour Très toi, positif pour les cadets. Oui, j'ai appris premièrement, à me dépasser, à vivre des réussites. Tu sais, j'étais bonne en sport, j'étais bonne en leadership. J'ai appris c'était quoi le leadership. C'est extraordinaire, Puis tu as appris à aimer ça aussi? Puis j'ai appris à jouer avec ce talent que j'ai d'être leader. Mais être leader n'est pas leader qui veut. Puis même quand tu as un leadership qui te donne l'autorité, ça veut pas dire que tu es un bon leader. Fait que tu vois, j'ai appris ces affaires-là à me développer, puis en même temps, vivre beaucoup de réussite. Tu sais, j'ai eu tous les trophées, puis les médailles possibles et impossibles. J'étais bonne. T'étais bonne? J'étais bonne. T'étais bonne en quoi? En leadership, en sport, en leadership, en oui, j'ai rapidement eu, tu sais, on commence à 13, mettons, à 15 ans, j'étais déjà responsable d'un groupe de 25 jeunes qui en avaient 13. On faisait des activités, on allait dans le bois, j'étais responsable de ces... Alors, tu vois, beaucoup de responsabilités et j'avais la capacité de les assumer. Fait que oui, plusieurs réussites. Et en même temps, tranquillement, pas seulement là, je faisais du sport de compétition.
J'étais joué à la ringuette, ça aussi, tu as dû savoir Oui, ça. oui, j'ai vu ça, que tu étais bonne. Oui, c'est ça. Donc, là aussi, beaucoup de réussite, faisait des tournois, gagnait. Sport d'équipe, très intéressant. C'est intéressant le sport d'équipe parce que je trouve qu'on valorise pas assez ça chez les filles, le sport d'équipe. Alors que ça peut tellement amener justement une espèce de sens du commun, du leadership. T'en as-tu fait, toi? J'ai fait du soccer. Soccer? Mais moi, j'habitais dans un village de 500 habitants dans les Laurentides, Gore, puis mes parents trouvaient ça un petit peu long faire des lifts. Bon. Ouais. Mais j'ai fait du soccer. Puis je pense pas que mes parents aimeraient ça, que je dise ça, là, comme ça, mais c'est quand même le cas. J'ai beaucoup aimé jouer au soccer, mais je suis plus une fille de sport individuel. Puis tu vois, ça m'a manqué, les sports d'équipe. Pour l'esprit d'équipe, justement. Pour dire, OK, je fais partie d'un clan. C'est ça, exact. Puis je veux contribuer au clan. Puis on est interdépendantes les unes des autres. Puis des fois, moi, ça va bien, ça va pas bien. D'autres, ça va bien, ça va pas bien. Pas l'histoire d'une personne, c'est l'histoire d'une collectivité. Moi, je te dis, ça, là, c'est un des sillons importants de ma vie, le sport d'équipe. Encore là, développer la confiance. Tu sais, par exemple, quand tu t'es tu t'en vas vers une finale, on le voit actuellement dans le tennis, là. Tu t'en vas vers une finale, peu importe de quoi. Et là, moi, j'étais gardienne de but. En plus, c'est un rôle important. Et là, je te dis, moi, j'ai toujours dit, tu sais, dans une équipe, la personne qui garde les buts, quand on perd, c'est de sa faute. Puis quand on gagne, c'est jamais de sa faute. Alors, c'est jamais grâce à elle. Alors donc, ça prend énormément de force de caractère pour tu chemines dans ton tournoi, mettons, et là, tu perds une partie, mais tu rejoues une autre partie dans 1h30. Fait qu'il faut que tu te réalignes le chakra, là, si tu veux être aussi à la hauteur et tout ça. Fait que moi, je pense que ça aussi, ça a contribué beaucoup à la femme que je suis aujourd'hui. Fait que là, on a mis les cadets, on a mis le sport d'élite, le sport d'élite de compétition, je veux dire, et finalement, être curé, là, cette affaire-là. Là. C'est que moi, à l'adolescence, à l'époque, la pastorale, qui aujourd'hui on appelle les agents de vie communautaire. Ouais, genre de même, là. Ouais. Dans ton temps, c'était ça, imagine. On est rendu là. Alors, moi, c'était des gens de la pastorale, donc, qui étaient enracinés dans la foi chrétienne, la foi catholique. Mais ceci étant dit, je suis à l'époque un peu jazzé où on n'est plus dans une église qui est l'église de Duplessis. On est dans une église qui est une église catholique qui est en train de se renouveler d'une certaine façon. Et moi, mon privilège à moi, c'est que j'ai été accompagné par des gens de la pastorale sociale, donc une église de gauche assumée qui a pris racine dans la théologie de la libération de l'Amérique du Sud, alors donc c'est dans la foulée de Michel Chartrand, de Simone Monet-Chartrand, qui était, je te dirais, pour moi, l'apprentissage à la justice sociale. Mm-hmm. Pour moi, c'est par là que je passais. Tu sais, ma politisation, Jésus-Christ m'a aidé là-dedans, là. OK. C'est pété, hein? C'est fou, pareil. Complètement fou. Donc, c'est la foi qui t'a donné aussi ce torque-là. Oui, l'indignation nécessaire, tu sais, Jésus-Christ, qui donne les coups de pied dans le temple, là. Moi, c'est une image extraordinaire, là. C'est l'Église institution, là. Moi, j'ai zéro admiration, parfois même zéro respect pour les églises, pas rien que l'Église catholique, là, les églises, les religions instituées. Pour moi, ça, c'est danger. Mais la foi, les gens qui croient en quelque chose, en quelqu'un, en une culture religieuse quelconque, ça, j'ai beaucoup de respect pour ça. Puis dans le fond, c'est quoi, tu as étudié en théologie? Puis... Finalement, je suis allé étudier en théologie parce que je pensais être capable de devenir une agente de pastorale. Tu sais, je pensais que pas devenir curé?
Ben, devenir curé, ça, honnêtement, c'est... d'une certaine façon, oui, c'est vrai, c'est très honnête. J'ai déjà... Tu sais, je me suis dit, ben là, j'étais ado, tu sais, je pourrais être curé dans la vie. Pourquoi? Ben, parce que c'était le travail... Je voyais le travail communautaire qui se faisait. Je voyais la... Tu voyais le bon côté des choses. De ça. Absolument. Ben, ça, c'est moi pas mal. Mais Ça continue mais à moi, être je ça. me dis qu'à 18-19 ans, là, est-ce que tu savais que tu étais lesbienne Ouais. à ce moment-là, Ouais, quand tu exact. étudiais dans le département de théologie? Oui, oui, tout à fait. C'était bien reçu, ça, de la part de tes Non, collègues? pas du tout. Mes collègues, oui. Oui. On est au début des années 80. De la part des profs? Oui, c'est ça. Moi, je pense qu'il y a eu... j'ai eu un peu de tout. Mais c'est sûr que la faculté où j'étudiais, c'est-à-dire la faculté de théologie de l'Université de Montréal, c'est une faculté qui formait les prêtres à travers le Québec. Alors donc, c'était assez straight, on va se dire ça de même. Puis c'est vrai qu'ils n'ont pas trouvé ça drôle le jour où j'ai mis sur pied un comité d'entraide, là, le comité des homosexuels de la faculté de théologie de l'Université de Montréal. Ils n'ont pas trouvé ça drôle, mais en même temps, c'était en soutien à un gars extraordinaire qui étudiait en même temps que nous autres, qui, lui, avait dans la trentaine de mémoire, il était plus âgé que nous autres, et qui avait senti l'appel de devenir prêtre, et on lui avait refusé parce qu'il était gay. Eh ben. Et moi, ça m'avait mis assez en tas, là, parce que je me disais, voyons donc, pourquoi lui, on lui refuse parce qu'il est homosexuel, alors que il va faire les mêmes vœux que les autres, là. Il l'a dit qu'il était prêt à s'abstenir, tu sais. Alors, ce comité-là, ça a fait réagir les instances. OK, la donc faculté. là, c'est la Manon revendicatrice Oui. qui est arrivée Oui, oui. dans le département puis qui a fait « Tassez-vous, j'arrive ». Ben, juste, il y a une injustice. Parce que ça, je carbure à ça, moi. C'est comme, je suis incapable de tolérer l'injustice, ça me rend folle. C'est le moteur. Si tu veux savoir, c'est quoi ma clé, Ouais. là? C'est vraiment mon indignation s'enracine dans l'injustice. Fait que quand je vois de l'injustice, il y a comme un spring en dedans de moi qui sort, puis là, je fais ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Puis, peu importe quoi, ça a été l'histoire de ma vie, ce fameux « ça n'a pas de bon sens ». Parce que, tu sais, des fois, quand on regarde les parcours de militants, on se dit, il y a toujours quand même, avec le sentiment d'urgence d'agir face à l'injustice, une émotion, tu sais, une émotion qui est vive. Parce que ça prend beaucoup d'énergie, s'engager, s'impliquer. Ça vient de là, tu sais. Ça vient aussi de là, mais ça vient aussi du cœur et du ventre. Ouais. Beaucoup. Moi, ça vient beaucoup effectivement de mon utérus. Le muscle le plus puissant du corps de la femme. Voilà. Et Ouais. ça tu sais, les plus grandes luttes, là, je pense à la marche mondiale, à la marche du pain et des roses, tu sais. Je suis petit cul, là, tu sais, quand on a eu l'idée, Diane puis moi, la marche mondiale, j'ai 30 ans. On est en train, on n'a même pas fini d'organiser la marche du pain et des roses, puis déjà, on est en train de dire, à l'an 2000, il faut organiser ça de façon planétaire. Tu sais. Peux-tu justement me préciser un peu de quel événement on parle? Parce que c'est pas tout le monde qui nous c'est vrai. écoute qui Oui. était là. Tu sais, il y en a qui étaient peut-être même Quand pas nés. t'étais jeune, Quand Léa, t'étais quand jeune. t'étais jeune. Parce qu'on sait que ça a amené des gains aussi au Québec. Peux-tu me parler Ouais. de ta place dans ce mouvement-là puis de ce Ouais. que c'était? Oui. Ben brièvement, parce que je pourrais t'en jaser des heures. Il faut jamais oublier, je me souviens, là, il faut se souvenir de cette vague de fond de résistance du peuple québécois face à la bêtise humaine, si je peux dire. Le mouvement des femmes, dans les années 90, les féministes ont fait un job extraordinaire depuis 40 ans. Il y a eu des évolutions, etc. Mais on se rend compte d'une chose, c'est que les années 80, on ne parle pas de la pauvreté. Et nous, on le sait, que la pauvreté a un sexe et il est féminin. Fait que, à l'appel de Françoise David, la Fédération des femmes du Québec, on organise la Marche du pain et des roses, dans laquelle il y a, en 1995, 850 femmes qui ont marché 250 kilomètres entre Montréal et Québec, entre Rivière-du-Loup et Québec, entre Longueuil et Québec. Donc, 3 contingents qui ont convergé vers Québec pour exiger 9 modifications pour améliorer les conditions de vie des femmes et lutter contre la pauvreté des femmes. Fait que tu as raison, en 95, on a fait des gains importants. Tu sais, quand on parle de
par exemple, de perception automatique des pensions alimentaires. Ça fait longtemps que les femmes disaient « crime, on fait des bébés, on se retrouve tout seul avec les bébés, on n'est pas, les gars, ils payent pas leur part. » Fait que cette idée-là tournait depuis un bout. On réussit à gagner la perception automatique des pensions alimentaires. Ça, c'est un gros gain. Là. C'était un des gros gains énorme, majeurs. là. Puis ce qui était le fun, c'est qu'on l'a gagné avant de partir la marche. Fait que déjà, tu pars à marcher, parce que c'était 10 jours quand même là, de marche. Tu pars à marcher, puis déjà, tu as gagné une affaire. Fait que ça, c'est le fun. Puis là, quand tu dis 11, parce que toi, tu étais impliquée dans Oui. le mouvement, tu étais organisatrice déjà à ce moment-là? Oui, à ce moment-là, j'étais une des co-organisatrices de cette affaire-là. Moi, j'étais responsable des 3 contingents, des déplacements. Ouais. Donc, des 10 jours de marche, là, sur les 3 contingents. J'étais la coordonnatrice de Pebella pour s'assurer que les femmes étaient en sécurité, qu'elles mangeaient, elles avaient des endroits où dormir, qu'elles allaient... Déjà, tu étais la chef un peu du clan, là. Ah, ben ça, c'est l'histoire de ma vie aussi. Comme je te dis, j'ai appris le leadership jeune, j'ai appris à le mettre au service de ma communauté, ça, c'est le fun. Fait que donc, ça, c'est 95, puis c'est majeur, là, tu sais. À ce moment-là, juste pour te dire, tu sais, qu'il faut se rappeler l'histoire. À ce moment-là, on a marché pour le gel des frais de scolarité. Intéressant. Wow. Et pourtant, le mouvement étudiant n'était pas du tout impliqué dans la marche des femmes. Mais les femmes, qui étaient des mères, des grands-mères, quelques jeunes femmes, il n'y en avait pas tant que ça, mais j'en faisais partie, on avait quand même, dans nos 9 revendications, identifié la question des frais de scolarité. On avait identifié la question du parrainage des femmes immigrantes. Les femmes ont marché en solidarité avec les femmes qui arrivent au Québec, qui étaient parrainées par quelqu'un et qui devaient attendre 10 ans avant de trouver leur autonomie, peu importe ce qu'elles vivaient, que ce soit de la violence conjugale, l'abus sexuel, on a entendu toutes sortes d'histoires. Fait qu'on a fait des gains là aussi. Salaire minimum, ça a l'air fou, ça faisait des années qu'il y avait soit pas d'augmentation et ou un 5 ou 10 sous d'augmentation. En 95, pour 96, il y a une augmentation, je vais te dire n'importe quoi, 70 sous. En tout cas, il y a eu une augmentation significative du salaire minimum. Fait qu'on a fait des gains. Le mouvement des femmes... Avec beaucoup d'efforts aussi. Avec beaucoup d'efforts quand même. Marcher, faire converger 850 femmes C'est fou. vers Québec. Il y a des très belles images. Moi, j'invite vraiment les gens C'est un là, moment historique qui nous écoutent. Oui. Qu'on ne connaît pas assez, ma génération. Parce j'ai qu'on ne l'impression. parle pas souvent des femmes et de leur réalisation. Ouais. C'est ça l'affaire. Ben, c'est le but du podcast aussi. Bravo. Alors, j'invite nos auditrices puis les quelques auditeurs à taper Marche du pain et des roses parce que c'était le nom qu'on avait donné à la marche. Il y avait une petite toune, hein? C'était Oui, quoi déjà? oui. Du pain... Non, je ne vais pas chanter. OK. Je ne chanterai pas. Bon, OK, moi non plus, mais vous pouvez taper Une petite toune, Hélène Penneau, Du pain et des roses, puis vous allez trouver la chanson, interprétée par Marie-Claire Séguin à l'époque, Wow. mais composée par notre grande Hélène Penneau. Hélène Penneau, défunte, la grande. La grande Hélène, ouais. Fait que tu vois, c'est ça. Il y avait une mouvance féministe de gauche, qu'on dirait aujourd'hui intersectionnelle, qui, avec ses forces et ses limites, a organisé ce mouvement-là. Puis, sur 9 revendications, on en a quand même gagné de mémoire. Je pense que c'était 8, puis on a gagné la 9e l'année d'après avec l'équité salariale. C'est énorme. Ça faisait 20 ans que les femmes se battaient pour ça, là. Puis on a fait des gains. C'est pas encore complètement réussi 20 ans plus tard, mais on a fait des gains quand même. Et c'est là que tu rencontres la Françoise, notre C'est Françoise. là que je rencontre ma belle Françoise. Notre David. Françoise David nationale. C'est là que tu la rencontres. C'est ça? Oui, exactement. J'étais un petit cul, moi, à l'époque, à m'impressionner au bout. Sauf que j'avais déjà plusieurs talents, dont ceux d'organisatrice. Et c'est pour ça que très rapidement, elle me fait confiance, et les autres femmes du mouvement des femmes. Parce que moi, je n'ai pas de ce mouvement-là. Hein. Moi, j'étais plus du mouvement de l'éducation populaire. Donc, j'étais dans les HLM, je travaillais avec Oui, parce que dans ton livre, il y a quand même quelque chose d'intéressant que tu as Ah, dit. t'as lu mon livre? Ben, je l'ai lu certainement. Oh. J'ai tout lu, j'ai tout noté. C'est bien fun. Tes mémoires par les vrais. Écoute, J'ai tout lu. je suis Et- touchée. Ben Merci. là, écoute, j'ai lu ça m'a fait plaisir, j'ai aimé te découvrir. Puis à un moment donné, tu dis, je suis pas née féministe, je le suis devenue. Puis ça m'a étonnée. C'est une des phrases que tu as dites que, ah ouais, hein? Ouais.
Ben, c'est vrai. Donc, à ce moment-là, est-ce que tu l'étais féministe? Comment tu l'es Du pain devenue des roses, en fait, féministe? c'est là où, comment dire, vraiment mes neurones se sont alignés, où j'ai fait le lien profond que le fait d'être femme nous valait une discrimination systémique. Et c'est comme là que ça s'est bien enligné, là. Tu sais, avant ça, bien sûr, tu sais, ouais, c'est vrai, je peux pas devenir curé. C'est une histoire de gars, on sait bien, c'est patriarcal. Tu sais, j'avais comme un espèce de premier niveau d'analyse, je te dirais. Mais c'est vraiment à partir de la marche du pain des roses où là, j'ai comme articulé. J'ai mis vraiment les lunettes d'analyse féministe, puis j'ai commencé à comprendre le monde comme ça. Ouais. Puis là, ça change tout, hein, quand on a les lunettes, là. C'était Quand on porte les lunettes, c'est incroyable. Ouais. Comment la vie est différente. Ben, puis là, on se laisse plus berner, tu sais. Imagine, puis là, c'est ça qui est complètement fou. Oui, je travaillais en éducation populaire. En fait, quand tu travailles en éducation populaire, tu travailles avec, globalement, les gens qui sont vulnérables. Peu importe pourquoi, ils sont vulnérables. Puis tu travailles l'empowerment à partir de l'éducation populaire. Mais je ne sais pas pourquoi, il a fallu que je passe par... c'est peut-être parce que je suis pas vite dans ma tête des fois. Il a fallu que je passe par du pain des roses pour faire... Eh ben non, regardons ça, toi. Depuis 10 ans, je travaille en éducation populaire. Là, je suis en train d'organiser une marche des femmes contre la pauvreté. Puis là, je fais, ben oui, hein? Je travaille surtout avec des femmes depuis... Tu comprends-tu? Oui. C'est là que la paire de lunettes... Mais souvent, les mouvements sociaux, ça fait ça. Je veux dire, 2012, ça a éveillé combien de conscience et de jeunes qui se sont dit, bon, OK, plus globalement, là, l'engagement, on dirait qu'il vient au ventre à ce moment-là. Avec un mouvement social, on comprend plus. Il y a des choses... On évolue. On évolue dans notre engagement, j'ai l'impression. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a amené là, du mouvement plus communautaire, féministe, à la politique? Parce que une autre chose que tu dis dans ton livre, puis regarde, on voit que tu l'as lu. Ben je l'ai lu au complet, comme du monde. D'ailleurs, tu sais, je tiens, pendant que tu cherches ta quote, je tiens à dire aux gens qui nous écoutent, moi, quand j'ai écrit ce livre-là, je l'ai écrit pour 2 raisons. Un, je savais que je n'étais pas une femme connue, beaucoup au Québec, puis j'avais envie que les gens me connaissent pour vrai. C'est pas à travers des clips de 12 secondes à la TV que les gens apprennent à te connaître. Ben honnêtement, moi, c'est pour ça là, que je suis allée vers ton livre. J'avais pas vraiment envie d'entendre des clips de 12 secondes. Je connaissais la couverture médiatique à laquelle tu as eu droit dans les derniers mois. Moi, j'avais le goût de t'entendre, toi. Puis j'ai apprécié ma lecture pour ça, parce que j'ai pu te découvrir, toi. Puis à un certain moment donné, dans le livre, tu parles du pouvoir, puis tu te dis, genre, moi, je suis pas intimidée par ces gros sabots-là du pouvoir, puis je vais y aller un jour. Puis, oui, j'ai jamais été impressionné par ce monde-là. T'as jamais été impressionné, mais de là à y aller, puis de dire, OK, moi, là, l'Assemblée nationale, je suis prête à ça. Parce que ça vient avec des concessions, ça vient avec une bataille quelque part. C'est une arène, là, une arène difficile, de combat. Violente même. Oui, c'est du combat. Qu'est-ce qui a fait ça? Oui. Encore là, mon indignation. Je t'ai parlé de 95, la marche du pain des roses, mais après cette expérience-là, le mouvement des femmes au Québec en a convenu que ce qu'on vivait ici au Québec n'était qu'une des expressions de ce que vivent toutes les femmes sur la planète. Et donc, on a décidé d'organiser une marche mondiale à l'an 2000 en disant, il y a là un tournant à l'an 2000, et donc, utilisons ce tournant millénaire pour exposer que les femmes, on a notre place dans cet échiquier-là, puis on va la prendre. Fait que la marche des femmes en l'an 2000, c'est un moment clé pour moi où la mondialisation des luttes, déjà il y a une mondialisation des luttes féministes, je ne le nie pas. Ce qui était nouveau dans notre initiative, c'est qu'on a réseauté des gens des femmes, qui à la base travaillent l'empowerment des femmes et la défense de droits des femmes. Et donc là, on n'est pas dans un féministe onusien
d'analyse, on est sur le terrain avec des femmes qui, à travers 165 pays différents, ont dit, nous, on veut, à l'an 2000, marcher contre la pauvreté et les violences faites aux femmes. Alors, ce mouvement-là, il est majeur. Et j'en suis une des initiatrices. Et ensuite, une grande équipe, bien sûr, s'est jointe à nous et tout ça. Puis moi, quand j'ai vu ce mouvement mondial-là naître, et lui non plus, on n'en parle pas beaucoup dans les cours d'histoire, alors que le mouvement des femmes du Québec devrait être tellement fier d'avoir réussi à travailler ensemble pour créer ce vaste réseau qu'on appelle désormais le réseau de la Marche mondiale des femmes. Mais on n'en parle pas. Fait que je suis content que tu m'en fasses parler. On en parle. Mais moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pendant que Françoise était partie à New York, à l'ONU, à Washington, à l'ONU, ensuite à New York, moi, j'étais resté au Québec parce que il y avait la marche ici au Québec. Ensuite, il y avait celle d'Ottawa, puis finalement, celle de New York. Et je suis en train d'organiser l'accueil des 30-40 000 personnes qui allaient venir au Parc La Fontaine. Et là, on me dit, au bout du téléphone, Alexa Conradi, qui était dans l'équipe de négociation avec Françoise et le gouvernement du Québec, le gouvernement du Québec a décidé, à l'époque c'était Lucien Bouchard qui était à la tête du gouvernement, a décidé de rien donner aux femmes, sauf une augmentation de 10 sous du salaire minimum. T'es en tabarnak. Là, je t'entends. Je suis vraiment en temps. Je me souviens, je hurle dans le Parc La Fontaine. Ah oui, et ce qui monte, quand je te dis, c'est mon indignation, là. Ce qui monte, c'est, si ces tas-là sont pas capables de faire la job, il va-tu falloir aller faire la job à leur place? C'est la première fois où, très clairement, là, je me dis, faut qu'on aille là. Parce que moi, j'ai un fond peut-être plus anarchiste qu'autre chose. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup ressorti dans... Tu sais, je crois à la démocratie directe. Je crois à comment les gens, quand ils sont pas dans un rapport de force, comment les idées les plus extraordinaires émergent. Puis on a plein de belles expériences au Québec et à travers le monde d'une cohabitation égalitaire. Moi, j'y crois à ça. Tu sais, c'est comme mon espèce de rêve, là. Là, c'est que des fois, les gens trouvent que je suis licorne, mais... Non, t'es Gandalf. Ouais, je suis Gandalf, c'est ça. Moi, j'y crois. Je te vois comme une Gandalf. Ah, je suis pas la seule, d'ailleurs. Ouais. Mais le feu, là, tu l'as des fois. C'est ça qui t'amène à, justement, à poser ta candidature. Là, QS naît éventuellement, Union des forces progressistes. 2006. Option citoyenne, chiffre de Françoise David, ça s'unit, puis toi, t'es là, t'es prête à y aller. Là. Mais est-ce que tu pensais un jour être élue? Tu y croyais-tu vraiment? Là, tu parles de 2006. Ma réponse est non. En 2006, parce qu'il a fallu faire très vite. Le parti se fonde en février 2006 et déjà en mars, il y a une élection partielle. Puis, moi, je ne pouvais accepter que ce parti-là, féministe, ça fait partie de l'infrastructure, de l'ossature de Québec solidaire. On est un parti féministe. Puis que la première élection qui se présente, on va présenter un gars. Dans ma tête, à moi, ça se pouvait pas. Et donc, puisqu'il n'y avait pas de fille à l'époque qui était prête à le faire en si peu de temps, moi, j'ai décidé de le faire parce qu'il fallait que ça se fasse. Même pas Françoise. Françoise, non, parce que Françoise tenait absolument à se présenter là où elle habite. Dans Gouin. Dans Gouin. Puis moi, je respectais ça. Puis moi, Centre-Sud, ça a été longtemps. J'y ai habité, j'ai travaillé là. Ma première job comme adulte, c'était dans le Centre-Sud. Fait que j'avais le village gay. Tu sais, mettons que j'y avais traîné les pieds pas mal. Mettons qu'on te connaît pas mal dans le village, Manon. C'est ça. On te connaît. Fait que donc, il y avait quelque chose pour moi. Mais est-ce que quand on a fondé Québec solidaire, moi, j'avais jamais pensé que moi, un jour, je me présenterais. Moi, j'avais fait ça pour que Françoise David devienne première ministre du Québec. C'était ça ma motivation à la base, tu sais. Puis là, t'es porte-parole d'un parti co-porte-parole. Ouais. C'est pété, hein?
C'est fou! C'est vraiment fou. Vraiment. Puis j'ai tellement de questions pour toi par rapport à ça. Tu sais, comme la dernière élection était incroyable à suivre. Moi, ton ascension, là, depuis 2012, que quand je t'ai vu avec ton chapeau, là, puis ta belle tignasse, j'étais comme, oh boy, watch out. Mais j'aurais pas imaginé ça. Ouais. Qu'on arrive là, puis que tu sois vraiment comme salué, détesté par certains, mais adoré aussi. Là. Il y a eu un espèce de vent Manon Massé. Là. Ouais. Il y a eu quelque chose comme, je sais pas, une grande aventure, de l'amour, beaucoup d'admiration. C'était fou. Ouais. Tu t'en es-tu rendu compte que tu étais dans une vague, là, qu'il y avait une vague, qu'il y avait quelque chose? Je te dirais, je m'en suis probablement, là où je m'en suis le plus rendu compte, sincèrement, c'est à la marche du 15 mars 2019, où là, parce que tu sais, moi, je suis un écolo de longue date. Comme je disais, je comprends exactement c'est quoi l'éco-anxiété. La différence, c'est que moi, j'ai 56 ans, j'en ai pas 25. Mais je sais c'est quoi, c'est une motivation de ma lutte aussi depuis très longtemps. Mais le 15 mars, quand je suis allé dans la rue avec les jeunes d'aujourd'hui qui luttent pour la survie de l'humanité, et que j'ai vu leur réaction, là, je pense que, tu sais, j'ai rigolé durant la campagne, quand j'ai vu Gandalf arriver sur les réseaux sociaux. Mais c'est quand j'ai vu aussi, un autre moment, durant la fierté cette année, tu sais, ça fait quand même plusieurs années que je fais la fierté, je vois bien que les gens m'aiment, mais cette année-là, c'était des gens les jeunes anglophones, francophones, faisaient tous des cœurs pommes, là. C'était... Là, je fais, attends un peu, là. C'est... Le cœur raté. Ouais, le cœur à Manon Massé, c'est ça. Excuse-moi, durant ton speech, le cœur. Oui. Oui. Ah, c'est cute. Fait que donc, non, j'ai pas vu ça venir. Parce que dans les faits, honnêtement, c'est... Moi, perso, c'est pas ça que je cherche. Moi, ce que je cherche, c'est... Le monde qui m'aime, là, ben, allez faire vos devoirs. Tu sais, je veux pas que les gens m'aiment parce que c'est cool de m'aimer. C'est exigeant de m'aimer, là. Moi, je veux changer le monde. Ça fait 40 ans que je travaille jour après jour pour vous offrir un monde meilleur. Mais vierge, ça n'a pas marché jusqu'à date. Tu sais, fait que c'est exigeant, je pense, d'aimer Manon Massé. Ça nous reflète à nous-mêmes. Premièrement, sois toi-même. C'est exigeant d'être nous-mêmes. Oui, d'être soi-même. D'être soi-même, tu sais. Ensuite, ben, tu peux pas dire une chose, faire ton contraire. Oui, ça arrive, c'est correct, là, on va pas t'arracher la tête à cause de ça, mais la cohérence, là, ça, là, c'est un travail de chaque instant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, être cohérent. OK. Être cohérent parce que, avouons-nous, là, puis moi, je l'ai, là, fait que je vais parler de moi, je sais pas pour toi, mais moi, là, je le sais, j'ai une petite voix intérieure ou un petit sourire, là, peut-être rendu à mon âge, là, c'est plus rendu un petit sourire avec quasiment un petit clin d'œil. Je le sais quand je suis pas aligné dans mes bottines, tu sais. Je le sais quand je marche un petit peu à côté de mes bottines. Puis là, des fois, je me fais un petit sourire en disant, OK, non, c'est comme en ligne, tu sais. Ça t'est arrivé, ça? Ben oui, ça m'arrive. Ben oui, ça m'arrive, ouais. Dans ton... Ben, c'est pas grave. Ben, en même temps, écoute, je trouve qu'on vit avec une angoisse. En tout cas, moi, personnellement, je suis hyper angoissée de l'environnement dans lequel on vit. L'environnement, l'éco-société, il y a des chroniqueurs, puis je trouve ça particulier, qui rient vraiment des gens qui vivent l'éco-anxiété. Puis je suis comme, ben c'est dommage, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent avec ça, cette espèce de pression-là. Moi, je viens de mettre au monde un garçon, je m'inquiète pour l'avenir. Ouais, je me couche le soir, je suis inquiète. Je regarde la tendance de droite dans laquelle on vit actuellement, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, l'Italie. Ouais. C'est pas beau ce qui se passe en ce moment. Puis après, dans ton livre, tu parles aussi de cette époque où le nucléaire, bon, on avait peur de la fin du monde. Ouais. Bon, je conçois, mais en ce moment, c'est quand même pas très joyeux. Non. Puis moi, ce que je trouve dur aussi, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire comme citoyen.
Ouais. On a le goût de vous aimer, on a le goût d'aimer les progressistes qui tentent de changer les choses, mais au final, at the end of the day, il demeure qu'il y a Trump aux États-Unis, puis il demeure qu'il y a Matteo Salvini en Italie, puis il demeure que les mouvements de droite sont dérangeants, tu sais. Ouais. Et nous disent de nous taire. Oui. Beaucoup. Oui, parce que ça fait plusieurs années que cette droite néolibérale travaille à diviser. Puis ils ont tous les moyens. Hein? Ils ont les médias, ils ont le pouvoir, ils ont les entreprises, ils ont beaucoup de moyens, là. Hein? En fait, dans le temps, on appelait ça le capital. Mais ces moyens-là, tu sais, le travail que tu fais, toi, avec ton podcast, c'est un travail de donner une parole libre qui n'est pas interprétée, qui est pas... Les gens qui vont m'écouter vont avoir une interprétation, mais après ça, ça leur appartient, ça passe pas à travers plusieurs filtres. Mais bref, ce travail d'être à compte courant, ce travail d'éducation populaire, moi, je vais mourir en croyant profondément que l'éducation populaire, c'est l'éducation qui va changer le monde. Parce qu'actuellement, les machines capitalistes sont tellement fortes que même l'éducation académique là, dans le système qu'on aime tant et qu'on veut honorer, ben, est rendue souvent très orientée pour répondre aux besoins des entreprises. Fait que moi, je crois à l'éducation populaire, pourquoi? Ben parce qu'elle retourne à la base. Puis la base, c'est quoi? C'est manger, dormir, avoir un toit, pouvoir respirer, boire de l'eau. Et ça, c'est des droits fondamentaux que, quand on se met ensemble, on est capable de faire modifier la machine. Mais Léa, ça sera pas facile. Mais non. Il y a beaucoup d'attaques, puis de plus en plus, je trouve, avec les réseaux sociaux ont amené une libération de la parole extraordinaire, positive et négative. Puis je regarde tout ce qui est dit sur certains individus, dont toi, puis ça me choque. Ça me choque parce que, comme tu le dis dans ton livre, toi, tu assumes ta différence. Tu as décidé de l'assumer, ta différence. Tu as décidé de ne pas la raser, ta moustache. Tu as décidé d'être qui tu es, puis d'assumer ton opinion, puis ce que tu es fondamentalement. Mais ça dérange beaucoup. Il faut que je te fasse une confidence. Moi, dans ma thèse de doc, je m'intéresse aux antiféminismes en ligne. Puis j'ai étudié un corpus d'à peu près 5000 commentaires. Et dans les figures qui revenaient, il y avait toi. Puis c'était beaucoup le corps qu'on attaquait. Puis je suis comme, est-ce qu'on peut juste dépasser ça? Est-ce qu'on peut s'intéresser à tes idées? Pourquoi on s'intéresse à ton corps comme ça? Pourquoi on s'intéresse au corps des femmes constamment de cette manière-là? C'est le contrôle. C'est le contrôle. Tu sais, un jour, j'ai demandé à mon père, on était à la pêche. J'ai demandé à mon père, « Père, c'est quoi le petit problème? Qu'est-ce qui marche pas? » Puis il m'avait dit, « Fille, c'est le pouvoir. » Parce que le pouvoir, c'est l'affaire qui peut amener ce qu'il y a de meilleur partout. Mais l'affaire qui fait faire les pires affaires. Puis moi, ça m'a toujours marqué. Puis tu sais, moi souvent je vais dire, oui, non, Québec solidaire, on est là pour gouverner, on va prendre le pouvoir. Puis des fois, quand je dis ces mots-là, je me heurte quasiment moi-même parce que j'ai vu ce que ça a fait, la prise de pouvoir par bien des gens. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on le partage, ce pouvoir-là. C'est que, oui, on puisse tasser de l'autoroute des gouvernements, de l'autoroute du pouvoir, qu'on puisse tasser ces gens-là qui veulent prendre le pouvoir, mais pour rétrécir la démocratie quasiment, pour la diriger vers l'économie. L'économie, c'est pas ça, la démocratie, ça en fait partie. C'est un élément, l'argent. Je veux dire, on n'est pas né pour faire de l'argent dans la vie, on est né pour vivre. Tout le monde est né pour vivre. Comment se fait-il qu'on ne vit pas tout alors qu'il y a tellement assez d'argent qu'il y a des fuites partout, puis ça se promène partout, sauf pour améliorer en grande partie, sauf pour améliorer la condition de vie des gens partout. Fait que moi, comment dire, ce courant-là, il sera pas facile à déconstruire, mais c'est là que, sincèrement, et je pense, tu parlais de ma moustache, tu sais, la cohérence, là,
Je pense que c'est pour ça que les gens m'aiment. Ouais. Je pense. Parce que tu parles vrai aussi. Ouais. C'est le titre de mon livre. Oui, puis... C'est le bon titre de mon livre. Oui. Ouais, mais c'est que c'est pas faux-né. C'est pas... je veux dire, je garde pas ma moustache parce que je pense que c'est une bonne idée de la garder, nonobstant ce qu'une minorité va dire, puis non, c'est parce que être cohérent dans la vie, ça veut dire vivre ces attaques-là parce que je garde ma moustache, mais ça veut dire aussi qu'il y a plein de gens qui m'aiment parce que je suis cohérente. Fait que, puis moi, ben la cohérence, ça n'a pas de prix, là. Ça n'a pas de prix. J'ai passé ma vie quand j'ai travaillé dans les centres de femmes, dans le mouvement des femmes, là, quand je suis enfin devenue féministe, là, j'étais allée travailler dans le mouvement des femmes. J'ai passé ma vie à dire aux femmes, soyez celles que vous êtes. C'est ça qui est important. C'est ça qui est beau. Vous êtes belle, telle que vous êtes. Imagine si j'aurais enlevé ma moustache en arrivant à politique. Ah! C'est ça. Non, voilà. non. Là, le monde aurait fait, ces femmes-là et d'autres auraient fait, on sait bien, regarde-la. Tu sais. Ah, oui. Ben non. Ils peuvent pas dire ça. Fait que la poignée de réaction, là, parce que j'ai hâte que tu finisses ton doc là, pour nous dire comment on peut contrer ça. Mais moi, une des choses que j'ai compris, qu'on me dit, je sais pas si c'est vrai, c'est que en bout de ligne, là, ceux qui bâchent dans les médias sociaux, dans les réseaux sociaux, ceux qui sont méprisants, ceux qui aiment mieux exclure que rassembler, ben c'est une poignée de monde. Ouais, puis tu sais, au final, on leur envoie un cœur, puis ça se revire. T'sais? Pour vrai, un petit bec soufflé. Ouf! Ça va. Puis là, voilà, tu sais, c'est ça. C'est ça. Envoyer Mettons un de petit l'amour bec où ce que dans le fond, les endroits où il y a plus de haine et de rejet. C'est dommage, la haine. C'est dommage, mais... C'est quoi qui te donne espoir? Actuellement, là? Ouais. Parce que je t'ai dit que moi aussi, j'étais en éco-anxieuse. Je te dirais, actuellement, c'est la jeunesse. C'est les Greta Thunberg de ce monde. C'est les Sarah, les Louis, tous ces jeunes qui se disent... puis j'en ai vu plusieurs là, au printemps dernier, à tous les vendredis. J'allais leur faire un coucou pour dire « Hey, lâchez pas, moi j'ai besoin de vous autres, puis etc. » Ces jeunes-là qui, dans le fond, au lieu de faire comme voudraient qu'on fasse la droite, c'est-à-dire « Oh, le bateau est en train de couler, moi, le laisser couler, puis je vais me mettre une bonne ceinture. » On va aller boire des shooters. Ouais, c'est ça. Tu sais. Ouais. Qui disent « Non, il n'y en a pas question. Moi aussi, j'ai le droit à ma planète. Moi aussi, j'ai le droit à ma vie. Moi aussi, j'ai le droit. » Et là, qu'ils le prennent de la perspective des droits. Là, c'est comme « Yes! » Ouais, ça me donne beaucoup d'espoir. Puis t'es optimiste aussi par rapport à l'avenir, malgré tout. Tu pourras dire à ton fils que on va tout faire. Ah! On va tout faire. Ouais. Ben, merci beaucoup, Manon. Merci d'être là. Merci, Léa, de m'avoir invité à ton magnifique podcast « Elle parle ». Qu'est-ce que tu veux de mieux? Chin! Cheers, ma chère.